L'enfant, écrit par Jules Vallès, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 6. Vacances. Je m'amuse un peu pendant les vacances chez Soubérou, puis à Farérols. Monsieur Soubérou est un maraîcher des environs. 3 fois par semaine, mon père donne quelques leçons au fils de ce jardinier, et comme l'enfant est maladif, sort peu, on a demandé que je vinsse lui tenir compagnie de temps en temps. Je prends le plus long pour arriver. Je suis donc libre. Ce n'est pas pour faire une commission, avec l'ordre de revenir tout de suite, et de ne rien casser. Ce n'est pas accompagné, surveillé, pressé que je descends la rue en me laissant glisser sur la rampe de fer. Non, j'ai le temps. Une après-midi, toute une après-midi. Cela t'amuse d'aller chez monsieur Soubérou demande ma mère. Oui, maman, mais un oui lent, un oui avec une moue. Tiens, si je disais trop vite que ça m'amuse, elle serait capable de m'empêcher d'y aller. Si une chose me chagrine bien, me répugne, peut me faire pleurer, ma mère me l'impose sur le champ. Il ne faut pas que les enfants aient de volonté. Ils doivent s'habituer à tout. Ah, les enfants gâtés. Les parents sont bien coupables, qui les laissent faire tous leurs caprices. Je dis oui, maman, de façon qu'elle croit que c'est non, et je me laisse habiller et sermonner en rechignant. Je descends dans la ville. Je ne m'arrête pas au Martouré, parce que ma mère peut me voir des fenêtres de notre appartement, perché là-haut au dernier étage d'une maison, qui est la plus haute de la ville. Je fais le sage et le pressé, en passant sur le marché. Mais dans la rue Porte-Aiguillère, je m'abrite derrière le premier gros homme qui passe, et j'entre dans la cour de l'auberge du Cheval Blanc. De cette cour, je vois la rue en biais, et je puis dévorer des yeux la devanture du Bourrelier, où il y a des tas de houppes et de grelots, des pompons bleus, de grands fouets couleur de cigare, et des harnais qui brillent comme de l'or. Je reste caché le temps qu'il faut pour voir si ma mère est à la fenêtre et me surveille encore. Puis, quand je me sens libre, je sors de la cour du Cheval Blanc, et je me mets à regarder les boutiques à loisir. Il y a un chaudronnier en train de taper sur du beau cuivre rouge, que le marteau marque comme une croupe de jument pommelée et qui fait zin zin sur le carreau. Chaque coup me fait froncer la peau et cligner les yeux. Puis c'est la boutique d'Arnaud, le cordonnier, avec sa botte verte pour enseigne, une grande botte cambrée qui a un éperon et un gland d'or. À la vitrine s'étalent des bottines de satin bleu, de soie rose, couleur de prune, avec des nœuds comme des bouquets et qui ont l'air vivantes. À côté, des pantoufles qui ressemblent à des souliers de Noël. Mais le fils du jardinier attend. Je m'arrache à ses parfums de cirage et à ses flamboiements de vernis. Je prends le breuil. Il y a un décrotteur qui est populaire et qu'on appelle Moustache. Mon rêve est de me faire décrotter un jour par Moustache, de venir là comme un homme, de lui donner mon pied, sans trembler, si je puis, et de paraître habitué à ce luxe, de tirer négligemment mon argent de ma poche en disant, comme font les messieurs, qui lui jettent dessous, pour la goutte, Moustache. Je n'y arriverai jamais. Je m'exerce pourtant. Pour la goutte, Moustache. J'ai essayé toutes les inflexions de voix. Je me suis écouté, j'ai prêté l'oreille, travaillé devant la glace, fait le geste. Pour la goutte. Non, je ne puis. Mais chaque fois que je passe devant Moustache, je m'arrête à le regarder. Je m'habitue au feu. Je tourne et retourne autour de sa boîte à décrotter. Il m'a même crié une fois. Cirez vos bottes, monsieur? J'ai failli m'évanouir. Je n'avais pas 2 sous, je n'ai pu les réunir que plus tard, dans une autre ville, et je dus secouer la tête, répondre par un signe avec un sourire pâle, comme celui d'une femme qui voudrait dire « Il m'est défendu d'aimer ». Au fond du Breuil est la tannerie, avec ses pins de tourbe, ses peaux qui sèchent, son odeur aigre. Je l'adore, cette odeur montante, moutardeuse, verte, si l'on peut dire verte, comme les cuirs qui faisandent dans l'humidité ou qui font sécher leur sueur au soleil. Du plus loin que j'arrivai dans la ville du Puy, quand j'y revins plus tard, je devinai et je sentais la tannerie du Breuil.
Chaque fois qu'une de ces fabriques s'est trouvée sur mon chemin, à 2 lieues à la ronde, je l'ai flairée, et j'ai tourné de ce côté mon nez reconnaissant. Je ne me souviens plus du chemin, je ne sais par où je passais, comment finissait la ville. Je me rappelle seulement que je me trouvais le long d'un fossé qui sentait mauvais et que je marchais à travers un tas d'herbes et de plantes qui ne sentaient pas bon. J'arrivais dans le pays des jardiniers, que c'est vilain, le pays des maraîchers. Autant j'aimais les prairies vertes, l'eau vive, la verdure des haies, autant j'avais le dégoût de cette campagne à arbres courts, à plantes pâles, qui poussent comme de la barbe de vieux dans un terrain de sable ou de boue sur le bord des villes. Quelques feuilles jaunâtres desséchées galeuses pendaient avec des teintes d'oreilles de poitrinaires. On avait déshonoré toutes les places, et l'on dérangeait à chaque instant un tourbillon d'insectes qui se régalaient d'un chien crevé. Pas d'ombre. Des melons qui ont l'air de boulets chauffés à blanc, des choux rouges, violets. On dirait des apoplexies, une odeur de poireaux et d'oignons. J'arrive chez monsieur Soubérou. Je reste avec le petit malade dans la serre. Il est tout pâle, avec un grand sourire et de longues dents, le blanc des yeux tachés de jaune. Il me montre un tas de livres qu'on lui a achetés pour qu'il ne s'ennuie pas trop. Un Ésope avec des gravures coloriées. Je me rappelle encore une de ces gravures qui représentait Borée, le soleil, et un voyageur. Le voyageur avait de la sueur chocolat qui lui coulait sur le front et un énorme manteau lit de vin. Veux-tu t'amuser, m'aider à arroser les choux me dit le père Soubérou qui tient un arrosoir de chaque main et qui marche le pantalon retroussé, les jambes et les pieds nus depuis le matin. Son mollet ressemble, velu et cuit par la chaleur, à une pâte de cochon grillé. Il a sa chemise trempée et des gouttes d'eau roulent sur le poil de son poitrail. Non, je ne veux pas m'amuser, aider à arroser les choux. Si ça l'amuse, lui, tant mieux. Je ne veux pas priver monsieur Soubérou d'un plaisir. Et je lui réponds par un mensonge. Je suis tombée hier, et je me suis fait mal au rein. J'aime les choux, mais cuits. Je ne fis pas le baquet maternel, la vaisselle de mes pères, pour venir tirer de l'eau chez des étrangers. Je tire assez d'eau comme cela dans la semaine, et je sens assez l'oignon. Non, monsieur Soubérou, je ne vous suivrai pas à ce puits là-bas, je ne tournerai pas la manivelle, je ne ferai pas venir le seau, je ne me livrerai pas au travail honnête des jardins. Je suis corrompu, malsain, que voulez-vous, mais je ne veux pas tirer d'eau. Devant les messageries. En revenant, je fais le grand tour et je passe devant le café des messageries. L'enseigne est en lettres qui forment chacune une figure. Une bonne femme, un paysan, un soldat, un prêtre, un singe. C'est peint avec une couleur jus de tabac sur un fond gris. Et c'est une histoire qui se suit depuis le C de café jusqu'à l'S de messagerie. Je n'ai jamais eu le temps de comprendre. Il fallait rentrer. Puis, tandis que je regardais l'enseigne, que ma curiosité saisissait le cotillon de la bonne femme, le grand faux-col du paysan, la giberne du soldat, le rabat du curé, la queue du singe, autour de moi on attelait les chevaux, on lavait les voitures, les palefreniers, le postillon et le conducteur faisaient leur métier, donnaient de la brosse, du fouet ou de la trompe. Les voyageurs venaient prendre leur place, retenir un coin. J'étais là quelquefois à l'arrivée. La diligence traversait le Breuil avec un bruit d'enfer, en soulevant des flots de poussière ou en envoyant des étoiles de boue. Elle était assaillie par un troupeau de portefaix qui se disputaient les bagages et vomissaient de ses flancs jaunes des gens engourdis qui s'étiraient les jambes sur le pavé. Ils tombaient dans les bras d'un parent, d'un ami. On se serrait la main, on s'embrassait. C'étaient des adieux, des au revoir à n'en plus finir. On avait fait connaissance en route. Les messieurs saluaient avec regret des dames, qui répondaient avec réserve. Où aurais-je le plaisir de vous retrouver? Nous nous rencontrerons peut-être. Ah, voici maman. Voici mon mari. Je vois mon frère qui arrive avec sa femme. Il y avait des Anglais qui ne disaient rien, et des commis voyageurs qui parlaient beaucoup. Tout le monde remuait, courait, s'échappait comme les insectes quand je soulevais une pierre au bord d'un champ. J'en ai vu pourtant qui restaient là, à la même place,
fouillant le boulevard et le breuil du regard, attendant quelqu'un qui ne venait pas. Il y en avait qui juraient, d'autres qui pleuraient. Je me rappelle une jeune femme qui avait une tête fine, longue et pâle. Elle attendit longtemps. Quand je partis, elle attendait encore. Ce n'était pas son mari, car sur la petite malle qu'elle avait à ses pieds, il y avait écrit Mademoiselle. Je la rencontrai quelques jours plus tard devant la poste. Les fleurs de son chapeau étaient fanées. Sa robe de mérinos noire avait des reflets roux. Ses gants étaient blanchis au bout des doigts. Elle demandait s'il n'était pas venu de lettres, à telle adresse, poste restante. Je vous ai dit que non. Il n'y a plus de courrier aujourd'hui? Non. Elle salua, quoiqu'on fût grossier, poussa un soupir et s'éloigna pour aller s'asseoir sur un banc du fer à cheval, où elle resta jusqu'à ce que des officiers qui passaient l'obligèrent par leur regard et leur sourire à se lever et à partir. Quelques jours après, on dit chez nous qu'il y avait sur le bord de l'eau le cadavre d'une femme qui s'était noyée. J'allai voir. Je reconnus la jeune fille, à la tête pâle.